Alors rebonjour pour la plupart d'entre vous, puisque nous sommes déjà croisés tout à l'heure. Je veux remercier les organisateurs d'avoir laissé un temps de latence entre la fin du film de Serge Garde et mon intervention, parce que j'étais tellement bouleversée à la fin du film tout à l'heure que je suis sortie écraser ma larme. Bon, je sais bien que je suis une hypersensible. Mon père disait ma sensibilité a toujours été tournée en dérision dans ma famille. On disait que j'étais trop sensible, que j'étais malade, que j'étais... après, on a appelé ça hystérique, gravement atteinte. Enfin, je crois que c'est simplement ma sensibilité et que si j'étais pas sensible, je ne ferais pas ce que je fais. Donc, merci d'avoir mis ce temps entre la fin du film et mon intervention, parce qu'il aurait fallu que j'embraye tout de suite. J'aurais pas pu. Franchement, j'aurais pas pu. C'est trop affreux, c'est trop dégueulasse, c'est trop scandaleux et... Ça me touche vraiment très, très, très profondément. Et je voudrais dire un mot de félicitation à Serge Garde pour le très beau film qu'il nous a donné. Et un mot d'encouragement pour ce brave shérif de lait à qui je souhaite tout ce qu'on peut souhaiter de bien à quelqu'un comme lui. Voilà. Donc je viens vous parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué à différentes reprises. C'est pas la première fois que je parle de ces choses-là dans une conférence. J'espère avoir été un petit peu plus complète que je ne l'ai été les fois précédentes. Je vais vous raconter... Alors, ce qu'on m'a demandé, c'est de voir comment on pouvait traiter ce problème de réseau pédophile ou pédocriminel, enfin ces affaires d'abus sur enfants, au regard de l'histoire. Et moi, j'ai étudié cette partie-là du XVIIIe siècle. En l'étudiant, j'ai découvert que j'étais absolument la première personne à avoir mis le nez là-dedans, à avoir poursuivi des études, à avoir fait des recherches sur ce sujet-là précisément. Donc, pour ceux qui savent déjà une partie de ce que je vais dire, je m'en excuse. Il y en a certainement qui ne savent pas encore. Donc, je vais m'adresser à vous tous. Et je vais vous parler d'un événement qui a ébranlé le règne de Louis XV par un scandale énorme qui a éclaté à partir de 1749, autour de 1749-1750, et qu'on a appelé l'extravagante affaire de l'hôpital général. Alors, qu'est-ce que c'est que l'extravagante affaire? Alors, l'extravagante affaire, c'est le titre qui a été donné par un historien qui s'appelle Henri Légier-Desgranges, qui a étudié très très à fond tous les tenants et les aboutissants de ce scandale retentissant. Et pour ne rien vous cacher, moi j'ai étudié absolument à fond à la fois le travail d'Henri Légier-Desgranges et je suis remontée aux sources qu'il a lui-même étudiées. Franchement, il n'a pas vu ce que j'ai vu. Alors, c'est pas qu'il n'a rien vu, mais... il n'a pas mis le doigt sur ce que j'ai vu moi et que je vais vous livrer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1749? En 1749, éclate un conflit à l'hôpital général entre l'archevêque de Paris, qui représente, disons, l'Église, on peut dire qu'il est le parti de l'Église, et des juges laïcs qui se battent pour la direction de l'hôpital général. L'hôpital général, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'assistance publique. C'est-à-dire qu'il existe une institution qui a un siècle à ce moment-là et qui prend en charge les pauvres, les très pauvres, les handicapés, les fous, les orphelins, les enfants perdus, les vieillards sans secours, tous les gens qui sont au bord de la route sont pris en charge par cette gigantesque institution, l'équivalent donc de l'assistance publique. Et la guerre consiste à savoir qui va diriger l'institution. Donc essayez d'imaginer aujourd'hui que des gens se battent et tirent à boulet rouge et se fassent procès sur procès pour contrôler les institutions qui s'occupent d'orphelinat, d'aide à l'enfance abandonnée, je sais pas, enfin je ne sais pas si vous y verriez qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a certainement des choses à aller regarder, mais moi ça n'a pas loupé, je suis allée voir et j'ai découvert énormément de choses dont je vais vous parler. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire de l'hôpital général? C'est le point d'orgue des querelles qui ont commencé à la mort de Louis XIV. Et ces querelles consistent à mettre en concurrence, d'une part, une magistrature laïque, donc qui représente la justice du roi, qui rend la justice au nom du roi, et qui prétendent avoir droit de regard sur les affaires ecclésiastiques. C'est-à-dire que ces laïcs prétendent, par exemple, pouvoir juger d'affaires de miracles. Y a-t-il eu miracle ou pas dans telle affaire? Bon. Un prêtre vous dira, s'il y a miracle, c'est à l'Église de le dire. Et un juge de cette époque-là, dont l'appartenance idéologique est qu'ils sont jansénistes, va dire non. Ce sont aux juges laïcs de décider s'il y a miracle ou pas.
La guerre est absolument à couteau tiré entre les uns et les autres, parce que les juges jansénistes, donc c'est ça qui définit le jansénisme, les jansénistes sont des gens qui veulent que la justice laïque contrôle les affaires religieuses. Ils veulent une ingérence du laïque dans le religieux. Et ils prétendent également que Dieu a donné non pas sa grâce à tout le monde, mais à quelques-uns. C'est-à-dire qu'ils croient et ils prêchent qu'il y a les élus et les autres. Ça vous dit certainement quelque chose. C'est une idéologie élitiste. Et on sait qu'on est élu parce qu'on le sait, parce qu'on le sent, etc. Alors c'est très très proche du protestantisme, mais ça n'est pas un protestantisme dans la mesure où les protestants ont rompu avec Rome, alors que les jansénistes sont, on peut dire, des protestants qui n'ont pas rompu avec Rome. Donc ils continuent de prétendre vouloir obéir au pape et à la Sainte Église romaine, catholique, apostolique. Et en fait, ils désobéissent tout le temps, mais ils disent, en fait, on ne désobéit pas, on essaye d'éclairer l'esprit mal informé de sa sainteté le pape, donc ils désobéissent tout le temps, ils font rigoureusement ce qu'ils veulent, mais ils passent leur temps à revendiquer d'être de bons catholiques qui obéissent au pape. Donc ce sont ces gens, les jansénistes, qu'on trouve beaucoup dans la robe. La robe, c'est la magistrature, hein, c'est le monde des juges. Ils prétendent vouloir connaître de vérités ecclésiastiques. Et la guerre s'est faite à travers tout le siècle de Louis XIV, mais Louis XIV, il a ouvert des culs de basse-fosse, il les a mis dedans, il a refermé. À la mort de Louis XIV, les mœurs ont été beaucoup plus tolérantes. Le régent a dit, bon, bah, attendez, ces braves jansénistes, tous ces malheureux. Alors, ils aimaient bien passer pour victimes quand même, hein, les jansénistes, parce que c'est normal d'ailleurs, ils allaient en prison, donc c'était eux les victimes. Quelles que soient les raisons qu'avait eu le roi de les mettre en prison. Donc ils jouaient beaucoup et ça joue encore aujourd'hui, de la fibre. Regardez, nous luttons contre les abus de l'absolutisme royal, donc c'est eux les bons, quoi. C'est eux les bons. Quand on regarde les choses d'un peu plus près, je les trouve, moi, personnellement, beaucoup moins sympathiques. Mais c'est vrai que, vu de l'extérieur, on dit qu'une classe de juges qui remettent en question l'absolutisme royal et l'absolutisme du pape, il y a un petit côté sympathique, quoi. C'est des gens qui ne veulent pas s'en laisser compter. Moi, je les trouve nettement moins sympathiques quand je sais qu'ils estiment que Dieu a donné la grâce aux uns et pas aux autres. Parce que moi, j'ai reçu une éducation tout à fait catholique traditionnelle qui dit que Dieu a donné la grâce à absolument tout le monde, que tous les hommes sont égaux au moins devant Dieu. Si ce n'est pas devant la feuille d'impôt, c'est certainement devant Dieu. Ça, c'est une donnée de base. Et je pense que c'est ce qui fait tout à fait la base idéologique de ce qu'est le catholicisme. Donc eux qui prétendaient ne pas rompre avec le catholicisme, ils affirmaient quand même haut et fort qu'ils faisaient partie des élus, qu'il y avait les élus et les autres, et que les élus, c'était eux. Voilà. Donc voilà ces gens qui se battent parce qu'il y a des problèmes à l'hôpital général et ils prétendent être les seuls à vouloir en juger. Alors qu'est-ce que c'est que cet hôpital général? C'est une grosse institution qui a été créée par les ancêtres de ces magistrats-là et qui consiste à avoir une mainmise absolument totale dans laquelle ils sont absolument juges et partis sur toutes les affaires qui concernent les pauvres. C'est-à-dire qu'ils gèrent les fonds, c'est eux qui admettent les gens, qui acceptent qu'ils sortent. Il n'y a aucun contrôle, ni royal, ni rien du tout, sur tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital général. Ils y font régner une espèce de terreur, de bigoterie terrorisante, c'est-à-dire qu'ils forcent les pauvres à avoir des dévotions toutes les demi-heures. Je vais vous donner un exemple de la méchanceté et de ce qu'on appelle la rigueur janséniste contre les pauvres. J'ai regardé par exemple à la Salpêtrière qui était l'hôpital où on enfermait les femmes et les petites filles. Le dimanche, c'était bien évidemment le seul jour de congé. L'administration obligeait les femmes à assister à la messe pendant 4 heures debout. Leur seul jour de congé. Pas chauffé évidemment, vous imaginez. C'est-à-dire que le seul jour, enfin le jour du Seigneur, c'était debout, au moins pendant la semaine, elles étaient assises, les malheureuses. Voilà. Donc les façons de faire à l'hôpital général ont été une série d'abus, de violences, de détournements de fonds, de galanteries, enfin bon, vraiment, le fonctionnement de l'hôpital général, c'est une horreur, c'est une honte. Alors vous avez des magistrats qui tiennent l'institution, mais alors vraiment de main de maître, hein, ils siègent au conseil d'administration, ils siègent au bureau, c'est eux qui décident, tout passe par eux. Personne n'a le droit d'y regarder.
Et il y a tellement de plaintes pour violence, pour concussion, pour plein de choses, que régulièrement, le roi voit arriver des plaintes sur ce qui se passe à l'hôpital. Mais comme le roi Louis XIV, c'est-à-dire le grand-père, l'arrière-grand-père de Louis XV, avait accepté de donner la gestion de l'hôpital général aux magistrats, probablement comme un os à ronger, en leur disant « vous vous occupez de ça, pendant ce temps-là, vous me fichez la paix sur le reste », le roi a gardé l'habitude qui a été prise de laisser les affaires de l'hôpital général entre ses propres administrateurs sans y regarder. Or, il va y avoir un jour où la querelle va prendre un mauvais tournant et l'affaire va commencer, je vais vous expliquer comment, à Pâques 1749, et on connaît l'histoire par les Nouvelles Ecclésiastiques qui sont un journal janséniste. C'est-à-dire que l'histoire que je vais vous raconter, dont vous allez voir qu'elle ne va pas dire beaucoup de bien des jansénistes, elle est écrite par les jansénistes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on comprend à travers les lignes, et c'est la seule source véritablement fiable qu'on ait pour cet épisode-là, parce qu'à la Révolution, les sources, les archives ecclésiastiques ont été beaucoup endommagées, beaucoup détruites. Après, il y a eu en 1871, 100 ans après, il y a eu les incendies de la Commune qui ont brûlé énormément d'archives. Donc, le point de vue de l'Église sur l'affaire de l'hôpital général a disparu. Voilà. Donc on peut avoir les sources de cette gigantesque affaire qui a été très loin et qui a empoisonné le règne de Louis XV à un degré que vous n'imaginez pas et empoisonné l'Église. Je vais vous expliquer comment. On a le point de départ de cette affaire par le récit qu'en font les Nouvelles Ecclésiastiques. Alors, avant de vous raconter ce qu'en disent les Nouvelles Ecclésiastiques, je vais vous dire ce que dit la version officielle de ce qui se passe. Et la version officielle, on la retrouve. Non pas qu'il était historiographe officiel à l'époque, mais c'est parce que tout le monde copie sur lui, un certain monsieur dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelait Voltaire. Alors il a écrit sur tout, il avait son avis sur tout. Vous voulez savoir ce que Voltaire pensait de quelque chose, vous mettez le quelque chose dans un bon moteur de recherche et vous trouvez ce que Voltaire en a dit. Donc il a donné son avis sur la fameuse affaire de l'hôpital général dans un livre qui s'appelle Histoire du Parlement de Paris et qu'il a publié en 1769, c'est-à-dire 20 ans après les faits. Et alors il explique que les magistrats du Parlement de Paris, nous dit Voltaire, ont placé à la tête de l'hôpital général une supérieure et une économe que l'archevêque de Beaumont, l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont, destitua parce qu'ils étaient jansénistes. Alors, c'est ridicule, nous dit Voltaire, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est une démarche extravagante, on n'a pas idée de faire des choses pareilles, et puis c'est du fanatisme, parce que ça, Voltaire, il s'y connaît en fanatisme. Alors, il dit, alors que le gouvernement, le roi, soutenait l'archevêque, le Parlement, les magistrats, a eu recours aux remontrances et refusa d'enregistrer une déclaration du roi. C'est exactement ça qui s'est passé. L'archevêque a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passait à l'hôpital général. Le roi a donné raison à l'archevêque, il a fait une déclaration et le Parlement a refusé d'enregistrer la déclaration. C'est quoi l'enregistrement? Chaque fois que le roi émet une décision, c'est-à-dire une loi, la loi c'est le roi qui l'a fait, le Parlement l'enregistre, c'est-à-dire qu'il l'écrit dans les registres, enregistré, il ouvre le registre, il écrit dedans. Ça s'appelle enregistré. Tant que c'est pas enregistré, c'est pas valide. Si le roi dit « je veux que » et qu'il écrit « je veux que », tant que c'est pas enregistré, c'est pas encore une loi. Ça sera une loi quand ce sera enregistré. Et ce sont les magistrats qui détiennent l'enregistrement. C'est vous dire qu'ils peuvent tenir le roi comme ça, en lui disant « ah ben oui, c'est bien ce que vous avez dit, Majesté, on va enregistrer, oui, on va enregistrer. Mais on va d'abord faire des remontrances préalables. » J'ai fait plusieurs conférences pour expliquer ça. Tout le siècle de Louis XV aura été empoisonné par les refus d'enregistrement de la magistrature. Et là, le Parlement refuse d'enregistrer une déclaration du roi sur l'administration de l'hôpital général. Et nous dit Voltaire, le Parlement a cessé ses fonctions, le cours de la justice fut interrompu, parce qu'effectivement, le roi s'est fâché, le Parlement s'est mis en grève. Qui est-ce qui faisait la grève au XVIIIe siècle? Les juges. C'était pour les ouvriers. À l'époque, les ouvriers bossaient. Les juges, ils faisaient la grève. Ils faisaient la grève, et plus souvent qu'à leur tour. Donc, nous dit Voltaire, le cours de la justice fut interrompu pour 2 femmes d'un hôpital, c'est-à-dire la supérieure et l'économe. Mais ce qu'il y avait d'horrible, c'est que pendant ces querelles indécentes et absurdes, vous savez, puisque c'est du fanatisme, c'est forcément indécent et absurde, on laissait mourir les pauvres faute de secours. Plus de charité quand l'esprit de parti domine, les pauvres moururent en foule, on n'y pensait pas, et les vivants se déchiraient pour des inepties. C'est pour des textes comme ça que Voltaire s'est fait sa réputation de grand pourfendeur du fanatisme et de la bêtise. Vous savez que Voltaire, il a pourchassé et pourfendu la superstition et le fanatisme.
Et on le voit dans des textes comme ça. Si vous êtes prof de lettres, ça vous est peut-être arrivé de faire valoir des textes de Voltaire. Moi, si j'étais prof de lettres et convaincu que ce monsieur est bien, je ressortirais un truc comme ça. Alors, ce qu'il dit, la source du mal, c'est le fanatisme, car il dit « il s'arme des moindres prétextes ». Et la phrase qui tue dans la façon qu'a Voltaire de nous raconter cette affaire de l'hôpital général, c'est la phrase suivante qui a été reprise par plusieurs historiens. Je ne les ai pas retrouvés, mais j'ai parfaitement souvenir l'année de mes études d'en avoir trouvé plusieurs, qui dit « Jamais plus petite affaire ne causa une plus grande émotion dans les esprits ». Voilà. L'affaire de l'hôpital général, c'est une affaire imbécile de fanatisme entre un archevêque et des magistrats pour deux bonnes femmes d'un hôpital. Il dit pour deux femmes d'un hôpital, il pourrait dire deux bonnes femmes, ça irait aussi bien. Je trouve ça très méprisant. Au siècle suivant, les historiens ont repris la même chose, parce que Voltaire sert beaucoup de sources. Et vous avez un historien qui s'appelle Charles Lacretelle, qui est mort en 1855, qui écrit « Monseigneur de Beaumont destitua la supérieure de l'hôpital général sous prétexte de son opposition à la bulle unigenitus ». La bulle unigenitus, c'est la décision papale qui a condamné le jansénisme comme étant hérétique. Donc ce que nous dit Lacretelle, c'est « La supérieure de l'hôpital général était pro-janséniste, donc l'archevêque l'a destituée ». Et c'est comme ça que l'affaire a éclaté. Michelet, Michelet, j'adore. Michelet, il dit « Le gouffre d'arbitraire était depuis 100 ans soumis au moins à l'œil du magistrat, à une certaine surveillance de la justice. Cet œil était gênant. On le crève un matin, si j'ose ainsi parler, et le roi remet tout au prêtre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges surveillaient ce qui se passait à l'hôpital, et le roi a tout remis au prêtre. Alors, Michelet, c'est vraiment du délire. C'en est comique. Il faudrait faire un jour une lecture comique de Michelet. C'est vraiment rigolo. Donc, en résumé, l'affaire de l'hôpital général, c'est le fanatisme religieux d'un archevêque qui sème le trouble dans une institution laïque à cause de son fanatisme. Et c'est ça qu'on nous vend. Voilà. À la fac, quand je préparais mon travail, parce que ça, c'est le résultat de mon travail quand j'ai repris mes études sur le tard, c'était il y a 10 ans, donc j'étais déjà d'un âge tout à fait canonique. 10 ans de moins qu'aujourd'hui, mais déjà pas mal. Et j'avais écrit dans mon compte-rendu de l'affaire, j'avais parlé de la guerre que se faisaient les jansénistes et les molinistes. Molinistes, c'est les pro-jésuites. Alors, pour vous situer, quand on dit janséniste, ça veut dire partisan du jansénisme. Quand on dit moliniste, ça peut vouloir dire partisan de l'Église, partisan des jésuites. Molinas, c'était un jésuite. Donc les molinistes ne sont pas forcément les jésuites, mais leurs partisans, les gens qui les défendent. Voilà. Donc, j'avais écrit... dans ma préparation de mémoire, ce que j'ai envoyé à ma prof, j'avais dit la guerre que se faisaient jansénistes et molinistes. Et elle m'a rayé, comme ça, ma prof. Là, elle a dit la persécution qu'on faisait subir aux jansénistes. Vous saisissez la nuance? Donc, c'est-à-dire que vous avez Michelet, vous avez Lacretelle, vous avez Voltaire, puis vous avez la fac, aujourd'hui. Et j'aime autant vous dire que moi, je savais ce que je disais, et la prof en question, je ne suis pas sûre. En tout cas, là, c'était vraiment... C'était signé, la persécution. On persécute les jansénistes. Voilà. Et elle m'a dit en plus, quand j'ai critiqué ce qu'avait dit Voltaire, ce que dit Voltaire est censé, me dit ma prof. C'était peut-être censé, mais c'est complètement faux. Et c'est complètement mensonger. Tout ce que nous a raconté Voltaire là est faux. De A à Z. C'est complètement faux. Et c'est pas que Voltaire se trompe, parce que si Voltaire se trompe, il serait de bonne foi. C'est que Voltaire nous trompe. Voltaire avait parfaitement les moyens de savoir ce que je sais moi et ce que tout le monde peut savoir, à savoir que tout ce qu'il raconte est mensonger. Donc je vais vous dire maintenant ce que c'est que la véritable histoire et comment on la connaît. L'affaire commence à Bicêtre. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de l'hôpital général de La Salpêtrière. La Salpêtrière, c'est aujourd'hui un grand hôpital qui est dans les intramuros à Paris, à côté de la Seine, à côté de la gare d'Austerlitz. L'hôpital où je vous ai dit pour les femmes et pour les petites filles. Et vous avez au sud de Paris, à 7 km au sud de Paris, un gros hôpital, aussi gros que la Salpêtrière, qui s'appelle Bicêtre. Alors Bicêtre, d'où vient le mot Bicêtre? Ça vient de l'anglais Winchester. Et je crois qu'il y avait un Anglais qui s'était installé là et qui avait construit un château au temps de Henri IV, je crois. Et Winchester, les Français, ils ne savaient pas prononcer ça. C'était Winchester, puis c'est devenu Bicêtre. Donc c'est aujourd'hui un gros hôpital où on peut retrouver, c'est très émouvant, si un jour vous allez à Paris, vous passez à Bicêtre, vous passez à l'hôpital général, vous passez à la Salpêtrière, vous retrouverez ces lieux chargés à la fois de beaucoup d'histoire et beaucoup de souffrance, comme vous allez comprendre. Donc l'affaire remonte à Bicêtre.
et qui accueille donc les hommes et les jeunes gens et les adolescents à partir de 11 ans. Et c'est ce que je vais vous raconter que j'ai tiré des Nouvelles Ecclésiastiques. Alors, le rédacteur des Nouvelles Ecclésiastiques, c'est Louis-Adrien Lepège, c'est un avocat janséniste acharné, mais acharné. C'est un anti-jésuite déchaîné. Toutes les saloperies qu'on raconte sur les jésuites pendant le siècle, j'ai retrouvé dans ses notes, c'était lui la fabrique. Il faisait des mémoires, il faisait des trucs. Alors c'était des calomnies, c'était vraiment des horreurs. C'est un anti-jésuite et un janséniste acharné, et c'est lui qui nous raconte en juillet 1749. Et alors il est lui partisan également de la limitation de l'absolutisme royal par les juges jansénistes. Ce sont des gens qui théorisent la limitation de l'absolutisme. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte en juillet 1749, donc si vous allez en bibliothèque municipale et que vous voulez trouver les Nouvelles Ecclésiastiques, elles y sont. Si vous allez en juillet 49 des Nouvelles Ecclésiastiques, vous allez lire l'histoire que je vais vous raconter. Il dit qu'il y avait en 1735, donc en 49, il nous raconte ce qui se passait en 1735, une centaine d'enfants à Bicêtre qui étaient indisciplinés et presque indisciplinables, desquels un certain Fusier, un jeune homme Fusier, décida un jour de 1735 de venir s'occuper et de les séparer de 14 enfants de chœur qui étaient l'objet de sa sollicitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un certain Fusier qui a 22 ans, qui est simple clerc, il n'est pas prêtre, il est janséniste, alors là, janséniste de chez janséniste, et il vient à Bicêtre, où il n'a rien à faire. Enfin, a priori, je veux dire, il n'est pas pauvre, il ne fait pas partie de l'encadrement, il est bénévole, il est volontaire, et il vient à Bicêtre par dévotion et par zèle pour le service des pauvres. Donc vous avez une grosse institution avec des pauvres qui travaillent toute la journée ou qui ne travaillent pas ou qui fichent rien. Enfin, je veux dire, c'est un camp de concentration, hein, l'hôpital général. Et lui, il vient, âgé de 22 ans, s'occuper d'une centaine d'enfants dont il estime qu'ils sont indisciplinés, indisciplinables. Et c'est tellement grave ce qu'il voit qu'il dit, il y a quand même des enfants dont il faut s'occuper en particulier, ce sont les enfants de chœur. Et la première chose à faire, ça va être de séparer les enfants de chœur du reste des enfants. Et il trouve que ces enfants de chœur sont corrompus dans leurs mœurs et négligés. Et lui, il arrive en disant, vous allez me les confier. Voilà. Alors il débarque, il dit, je veux les 14 enfants de chœur, je vais m'en occuper. Ils sont négligés, je vais m'en occuper. Les enfants de chœur, dit-il, par exemple, sont libres de choisir leur confesseur. Donc ils vont voir le confesseur qui leur convient le mieux. Par exemple, le confesseur qui va être le moins sévère. Et lui, Fusier, il dit, mais attendez, c'est grave. C'est grave. Ils vont aller voir le confesseur qui dit le prêtre le plus facile, le plus caressant, celui qui donne le plus de friandises. C'est les friandises. Les prêtres ne distribuent pas des friandises. Il va dire, bon, il va donner l'absolution pour des broutilles. C'est pas comme ça qu'il faut. Pour sauver l'âme des enfants de chœur, il faut leur faire des pénitences dures. Il faut être sévère. Et c'est ça que vient faire ce Fusier, qui est âgé de 22 ans, qui n'a rien à voir avec l'institution. Et je vous dis, pour avoir bien étudié le code de l'hôpital général, que ce Fusier ne peut pas entrer à l'hôpital sans l'accord, à tout le moins, minimum, de messieurs les administrateurs de l'hôpital, tous magistrats et tous jansénistes. C'est clair. Ce Fusier ne peut rien faire dans l'hôpital sans l'accord de l'administration. Donc, en fait, il arrive, il dit « Les enfants de chœur, je m'en occupe », et ces messieurs disent « Oui, d'accord ». Alors, il reprend en main le sort des enfants de chœur. Il organise leur journée en prière, en études, chant et travail, sans jamais les perdre de vue un seul instant. Vous imaginez ce gars, il a l'œil sur ses enfants de chœur tout le temps. Tout le temps. Même pas pendant les repas ou pendant les récréations. Pour leur éviter d'être corrompus par les autres enfants, c'est-à-dire les enfants pauvres de l'hôpital, il les sépare et il les met dans une salle à part et dans un dortoir à part. Il coupe le contact entre les enfants de chœur et les autres enfants. Le recteur de l'hôpital s'appelle Vierne. Qu'est-ce que c'est que le recteur? Le recteur, c'est le prêtre qui a la direction spirituelle de l'hôpital général à Paris. C'est-à-dire qu'il est directeur spirituel à la fois pour Bicêtre, pour la Salpêtrière et pour un troisième hôpital qui s'appelle La Pitié, qui est un petit peu plus loin. La Pitié, c'est l'hôpital pour les petits garçons de 5 à 8 ans. 5 à 8 ans. Et ce Vierne est donc admis par... il est en excellent terme avec les administrateurs jansénistes, donc c'est à tout le moins un sympathisant janséniste. Alors, sympathisant janséniste, je me répète, je vous l'ai dit tout à l'heure, le jansénisme est considéré par l'Église comme une hérésie.
Le jansénisme est interdit. Le jansénisme est hors la loi. Et ces messieurs dirigent l'hôpital par un encadrement janséniste. Et personne vient y mettre le nez. Donc c'est vrai que c'est facile d'imaginer qu'effectivement la querelle est purement religieuse. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas que religieuse, et que même sur le plan religieux, c'est justifié de s'en inquiéter. Donc, le recteur de l'hôpital est parfaitement au courant de tout ce que fait Fusier et il donne son accord. Et sur les conseils de Fusier, il fait venir un prêtre de l'extérieur, nous dit Adrien Lepage, un bon prêtre pour confesser les enfants. C'est quoi un bon prêtre? C'est un janséniste. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'ils font rentrer à l'intérieur de l'hôpital un prêtre pour confesser les enfants. Mais il y a des prêtres à l'hôpital. Il n'y a pas besoin d'en faire venir à l'extérieur. Il y a des prêtres à l'hôpital. L'hôpital, il y a un encadrement religieux. L'encadrement religieux ne s'occupe que des armes, il ne s'occupe pas de l'administration, il ne s'occupe pas de la gestion, il ne s'occupe pas de tout ça. Mais ils font les confessions, ils disent la messe, enfin, il y a des prêtres à l'hôpital. Or, Fusier obtient l'accord de la direction pour faire venir un bon prêtre, c'est-à-dire un prêtre janséniste, pour s'occuper des enfants de chœur. Et Fusier s'occupe tellement bien de ses enfants qu'il demande à se faire seconder. Il dit, j'y arrive pas tout seul, c'est tellement de travail. Et il obtient l'autorisation de faire venir un vieux monsieur, un vieux diacre, qui a 72 ans, qui s'appelle Maurice Tiffard. Et il habite à Paris. Et il vient à pied tous les jours, pour aider. Il fait 7 km à pied le matin, 7 km le soir pour repartir, pour aider le brave Fusier à s'occuper des enfants de chœur. Et même partant de Carême, il continue de venir à pied, comme ça, pour aller voir les enfants. Et il les aime tellement. Alors, il leur distribue, là je vais vous citer le truc parce que c'est trop joli, il vient leur distribuer à ces tendres enfants le lait du chrétien, le pain de la parole évangélique, et même en quelque sorte le pain matériel par les aumônes secrètes qu'il leur faisait. C'est-à-dire que le vieux diacre qui venait à pied, il leur faisait des petits cadeaux. En échange de quoi? Je sais pas. Bref. Vous savez que l'oisiveté est la mère de tous les vices, donc il faut occuper les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les occuper? Alors, on leur fait faire des dévotions à tout bout de champ, puis alors les jansénistes, au niveau des dévotions, c'est infernal. Moi, j'ai regardé le rythme des dévotions qu'ils faisaient faire aux enfermés, c'est infernal. Tout le temps, on les obligeait à faire des prières. Alors, je m'entends vous dire ce qu'ils devaient en penser, les malheureux. D'être guidés dans leur dévotion par des bigots pareils, c'est vraiment infernal. Donc il leur faisait faire des dévotions à tout bout de champ, mais surtout il leur faisait faire des petits travaux, parce que travailler c'est bien, alors il leur faisait faire des petits travaux d'imprimerie, par exemple. C'est bien l'imprimerie, c'est un métier. Et surtout il leur faisait faire du jardinage, parce que c'est bien le jardinage. Et pour pouvoir leur faire du jardinage, il a loué avec ses propres deniers un terrain à l'extérieur. C'est-à-dire que les enfants quittaient Bicêtre pour aller jardiner à l'extérieur. Bon. Alors, le développement de cette bonne œuvre, alors ça marche très très bien, pour ne jamais les perdre de vue. Alors, ils sont déjà 3 pour s'en occuper. Non, ils sont déjà 2. Il y a Fusier, il y a Tiffard, et puis il y a le bon prêtre qui vient les confesser. Pour les confesser, c'est une fois de temps en temps, c'est quand même pas tous les jours. Mais il a besoin encore de quelqu'un d'autre. Alors, il veut se faire seconder par un sous-maître. Et le sous-maître, nous disent les nouvelles ecclésiastiques, ne sera pas à la charge de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réussit à convaincre les administrateurs qu'il a besoin d'être secondé par quelqu'un, mais vous inquiétez pas, ça ne vous coûtera pas un sou. Alors ça veut dire quoi? Soit que quelqu'un d'autre paye, on aimerait savoir qui, soit que le gain vient bénévolement, mais à quel titre? En échange de quoi? Vous allez passer vos journées à faire la classe gratuitement, vous? Bref. Il ne sera pas à la charge de la maison. Alors, bénévole ou payé par qui, par quoi, je ne sais pas. Bref, ce sous-maître arrive, s'installe, et il est tellement soulagé, Fusier est tellement soulagé, qu'il a décidé de former 6 jeunes gens qu'il va inscrire lui-même au beau métier, aux fonctions si importantes de maître d'école. Qu'est-ce qu'il a comme qualification, ce gars-là, pour être maître d'école? Je veux dire, maître d'école, ça s'apprend, même à l'époque. Donc, après avoir fait rentrer l'un et puis après l'autre, il va former lui-même 6 jeunes gens aux fonctions de maître d'école. Et pour les avoir à l'œil, il les fait loger dans une chambre mitoyenne à la sienne. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais ça commence à se resserrer, là.
on retire les... Enfin bon, non, je vous raconte la suite des problèmes de structure de l'habitat de tous ces braves gens. J'y viens. Donc, il installe le sous-maître dans une chambre mitoyenne à la sienne et il éloigne les prêtres en estimant que leur logement menace ruine. Il engage une personne de piété à donner une somme considérable pour placer le presbytère ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, avec ses petits camarades jansénistes, il débloque des fonds pour faire partir les prêtres du presbytère. C'est-à-dire qu'en fait, il les éloigne. Et par ce moyen, rendre le chœur, sur une partie duquel il a été pris, plus grand et plus décent. Fusier réussit à faire sortir de l'argent pour casser le presbytère et le faire mettre ailleurs, c'est-à-dire éloigner les prêtres. Puis, estimant que le prêtre chargé de la sacristie doit être secondé, il était le seul catéchiste pour 1500 personnes, Fusier et son ami le riche chanoine Guichon, encore un qui apparaît, fondent une place de catéchiste qu'ils confient à un simple clerc pourvu, selon eux, de tous les talents nécessaires, c'est-à-dire encore un janséniste qu'il faut entrer dans la place. Ensuite, le riche chanoine qui a fait casser le presbytère propose aux prêtres de Bicêtre de l'argent afin de rendre leurs conditions moins onéreuses et plus utiles à la maison. Ça s'appelle de la tentative de corruption. C'est-à-dire qu'on vous casse votre presbytère, on va vous mettre ailleurs plus loin et on vous propose de l'argent pour vous taire. Les prêtres explosent, ils refusent, ils hurlent. D'abord, ils disent que... Alors, ils refusent de l'argent. Ils refusent de l'argent contre leur conscience. Ils refusent de laisser entrer des jansénistes parce que c'est ce qui se passe depuis l'arrivée de Fusier. On fait venir un catéchiste, on fait venir un sous-diacre, on fait venir un sous-maître, on fait venir un machin et un truc. Et ils rappellent que la confession des enfants est leur prérogative. Il y a des prêtres pour ça. Ils sont là pour ça. S'il y a des prêtres à l'hôpital, c'est pour faire la confession, pour confesser les gens, notamment pour mettre dans la messe et entendre les gens en confession, y compris les enfants de chœur. Donc les prêtres disent « Rendez-nous les enfants de chœur, arrêtez avec vos histoires, laissez-nous ». On les a éjectés. Et les prêtres en question ne sont pas des prêtres jansénistes. Vous avez compris, la secte, elle rentre petit à petit, comme ça, par le moyen de ce Fusier, dont on peut très bien comprendre qu'il a été mis là par les administrateurs de l'hôpital pour faire une reprise en main janséniste. Alors, je rappelle, c'est la 3e fois, mais je vous assure que ça ne sera jamais trop dit, le jansénisme, élitiste, rigoriste, est interdit par le pape qui l'a déclaré hérétique et par le roi qui l'a déclaré hors la loi. L'hôpital général sert à faire fonctionner une secte hors la loi et hérétique. Voilà. Mais, nous dit Voltaire, souvenez-vous, tout ça c'est du fanatisme. Pourquoi est-ce que l'affaire va éclater ? Ben, c'est parce que l'archevêque qui est contre les jansénistes, ce sont des bêtises, c'est du fanatisme. Que font les prêtres ? Ils vont se plaindre à l'archevêque ne réagit pas. Monseigneur, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, l'archevêque ne réagit pas. Je crois qu'il était très vieux, je n'ai pas gardé le nom, je pense qu'il était trop vieux, puis je crois qu'il savait à qui il avait affaire, et il n'avait pas envie de s'y coller, il n'avait pas envie de se prendre les jansénistes dans la figure, donc il n'a rien dit. À l'intérieur de l'hôpital, on tonne en chair contre tous ces faux prêtres qui viennent faire la loi. Et un jour, on en vient aux mains. Il y a un récit d'un jour Fusier a été poursuivi en dehors dans une chaufferie par un gars qui le suivait avec des pincettes. Alors j'imagine le prêtre en soutane poursuivant le clerc avec des pincettes. Enfin bon, c'était explosif. C'était explosif. Donc, comment est-ce qu'on peut interpréter cette affaire ? On peut l'interpréter de plusieurs manières. On peut dire, les magistrats jansénistes envoient leurs partisans faire de la propagande janséniste à l'intérieur de l'hôpital. Alors, à propos d'imprimerie, je vous ai dit que les enfants, on leur apprenait à faire de l'imprimerie. Eh bien, l'hôpital général a servi de lieu pour l'impression des nouvelles ecclésiastiques, qui était un journal interdit. Les journaux ecclésiastiques dont je me sers pour vous raconter ce que je vous dis étaient un journal interdit. Les magistrats faisaient publier un journal interdit qu'ils imprimaient à l'hôpital général. Donc en fait, les enfants de chœur servaient, les petits travaux d'impression, ça servait à imprimer un journal interdit. D'autre part, on peut dire que c'est un épisode de la guerre sans merci entre jansénistes et molinistes, pro-jésuites. Et ça mènera à une guerre qui durera 10 ans et qui sera l'extravagante affaire de l'hôpital général. Mais vous soupçonnez rien d'autre, vous, dans cette affaire ?
Bon, c'est jamais qu'un soupçon, hein. Alors, s'il y a autre chose, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans cette affaire-là? Ce que je dois vous dire, c'est que en août 1746, le roi, exaspéré d'entendre les plaintes sur ce qui se passe à l'hôpital. Donc là, on arrive en 46, c'est-à-dire 10 ans après la première affaire. Hein. C'était 36 l'arrivée de Fusier. Arrivé en 46, le roi exaspéré, l'archevêque vient de mourir, il a été remplacé par un autre qui est mort très peu après, et le roi dit « Je nomme Christophe de Beaumont, archevêque de Paris ». Et il lui donne l'ordre, et Christophe de Beaumont a vraiment essayé de s'y soustraire. Il a supplié le roi en disant « Majesté, je vous supplie ». Le roi a dit « C'est un ordre, allez mettre de l'ordre à l'hôpital. Allez mettre de l'ordre à l'hôpital. Je veux que la légalité soit respectée à l'hôpital ». Et il n'y a pas que la légalité par rapport à la secte janséniste, il y a également toutes les plaintes dont je vous ai parlé, de concussion, de détournement de fonds, de violence, de torture. C'est épouvantable. Ce qui se passe à l'hôpital, je ne peux pas vous le résumer, c'est absolument atroce. Donc le roi ordonne à Christophe de Beaumont d'aller mettre de l'ordre, et comme par hasard, alors Fusier est renvoyé. Je ne pense pas que ce soit Monseigneur de Beaumont qui l'ait fait renvoyer, mais Fusier a été renvoyé, il disparaît. Il sort des écrans radars, il n'est plus à Bicêtre. Alors, je reprends le récit que nous font les nouvelles ecclésiastiques de cette affaire. Au moment où arrive le nouvel archevêque, un nouveau recteur arrive également à Bicêtre. C'est-à-dire que ce n'est plus l'ancien recteur, comment il s'appelait, le recteur, enfin bon, peu importe, le nouveau s'appelle Malbosc. Vous vous souvenez? Non, vous vous souvenez pas du nom du recteur. Vierne, voilà. Le premier recteur qui était sympathisant janséniste s'appelait Vierne, et le nouveau s'appelle Malbosc. Et Malbosc, il arrive à l'hôpital, et il dit « J'interdis qu'on sorte les enfants pour les emmener se confesser. » Ah bon, ils sortaient? Ils sortaient? Je veux dire, un prêtre peut pas... Je veux dire, les enfants ne peuvent pas aller voir un prêtre qui se déplace pour aller les voir? Ça veut dire que non seulement... les enfants de chœur ne se confessaient pas à un prêtre de la maison, mais ils ne se confessaient pas dans la maison. On les emmenait se confesser ailleurs. Et le nouveau recteur dit, dites donc là, oh, un peu de discipline là. Ils vont se confesser ici sur place. Il vient lui-même à Bicêtre. Et il dit, bon ben moi les enfants, je vais les entendre en confession. Allez, je veux moi savoir ce que ces enfants ont à dire. Et qu'est-ce qui se passe? On lui dit, les enfants ne veulent pas. Il dit, pardon? Les enfants ne veulent pas se confesser à vous. Elle dit, ah oui, pourquoi? Et alors, les enfants supplient qu'on les laisse continuer avec les bons prêtres en qui ils ont confiance. C'est ce que dit le maître. Alors le recteur dit, dites donc, ce n'est pas les enfants qui décident là. Amenez-les-moi. On amène les enfants. Un grand s'effondre en larmes et supplie qu'on lui laisse son confesseur. Mais l'habitude, en qui il avait confiance pour le salut de son âme. Malbosc répondit donc, montrez donc l'exemple aux pauvres dont on sait très bien que chaque fois qu'ils prétendent aller à l'extérieur, en fait, ils vont au cabaret. Ça veut dire que le recteur, il a l'air de savoir pas mal de choses sur ce qui se passe dès qu'on a un bon de sortie. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants, quand ils vont se confesser, ils ont un bon de sortie. Et, nous dit le nouveau recteur, on sait que les pauvres vont au cabaret, et vous allez où? Et le grand répond, vous êtes bien persuadé, monsieur, que nous n'allons pas au cabaret, puisque notre maître nous mène et nous ramène. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait sous la surveillance des mêmes. Les enfants sortent, ils reviennent. La présence du maître est-elle une garantie, à votre avis, qu'il ne se passe rien de fâcheux pour ces enfants? Le maître est présent à la scène. Jamais le nouveau recteur ne verra les enfants en dehors de la présence du maître. Jamais. Il ne réussira pas. Il persiste, il dit « Je vais vous entendre en confession. C'est moi qui vais vous entendre en confession. C'est un ordre. » Et il va au confessionnal. Et personne ne vient. Et quand il sort, tous les enfants se sont égayés. Et quelques jours après, ils ont tous déménagé. Et il ne les entendra jamais en confession. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurais l'esprit mal tourné, à votre avis? Alors, je vais vous faire une petite aparté, qui reste dans mon sujet, mais qui est une aparté, vous allez voir pourquoi. Parce que tout ce travail que j'ai fait, c'est mon travail universitaire. Et en préparant mon DEA, j'ai écrit tout ce que je vous raconte là, je l'ai écrit
en posant les questions que je pose. Je n'avais pas encore tout à fait les réponses, mais j'avais déjà les bonnes questions. Et j'ai lu en apostille de mon travail universitaire une remarque de ma prof qui me dit « c'est pas Fusier qui est pédophile, c'est peut-être des notables ou du Parlement qui viennent en profiter. » Ça peut avoir lieu. Mais c'est pas les jansénistes. Et vous savez pourquoi? Parce que. Pourquoi? Parce que. Et quand vous voulez votre DEA, si on vous dit de dire que ce n'est pas les jansénistes, je vais vous expliquer comment j'ai passé ma première année de DEA. J'ai fait tout ce travail-là. Et le jour de mon examen, j'ai appris que ce n'était pas comme ça qu'on présentait un DEA. On ne me l'avait jamais dit. C'est-à-dire que ma prof m'a planté délibérément. Et bien je l'ai repassé. Je ne s'y attendais pas. Et je l'ai eu. Bref, il ne fallait pas dire que c'était les jansénistes. Qu'est-ce qui se passait à l'hôpital général? Alors là, quand on est chercheur, on cherche. Et moi, je suis une acharnée chercheuse. Il y a un monsieur restif de la Bretonne. Alors, j'ai déjà raconté la chose, hein, excusez-moi, mais enfin maintenant, bon, je la reprends. Hein, il n'y a rien de nouveau vraiment sous le soleil. Il y a un monsieur qui s'appelle Restif de la Bretonne, qui a écrit en 1794, c'est-à-dire pendant la Terreur, incidemment, un livre qui s'appelle Monsieur Nicolas. Voilà, Restif de la Bretonne, en plus, c'est un gars de par chez moi, c'est un gars de Lyon. Vous savez ce qu'il raconte dans Monsieur Nicolas? Et alors, je vais vous raconter l'anecdote de l'anecdote. Restif, comme il était d'Auxerre, comme il était de mon coin, qui était d'Auxerre, il y a régulièrement à Auxerre des évocations de Restif de la Bretonne. Et il y a un jour, la bibliothécaire d'Auxerre qui m'a dit « Marion, venez voir, j'ai trouvé un truc pour vous. » Et moi, j'avais déjà lu des trucs de Restif de la Bretonne, mais dans les versions que j'avais lues de Restif de la Bretonne, j'avais eu les versions expurgées. Et la bibliothécaire d'Auxerre m'a dit « Marion, venez voir, elle avait trouvé une version originale. » Alors, je vais vous dire ce qu'il écrivait, Restif. Vous savez où il était, Restif, quand il avait 11 ans? Il était enfant de chœur à Bicêtre. Et le maître, le sous-maître recruté par Fusier, c'était son grand frère, qui s'appelait Thomas. Et vous savez ce qu'il était, la caractéristique de Thomas? Bon, ben, il était pédéraste, quoi. Hein, il aimait bien en papaouter les petits garçons. Et c'est son frère qui le dit. Et il raconte. Et tout ça, c'était des pédérastes. Et tous ces enfants, ils couchaient avec. Et je te sodomise aujourd'hui, puis je te sodomise demain. Et puis il y en a qu'on fouettait. Et puis tout ça, c'était une affaire de mœurs. Ça veut dire que ce que je soupçonnais, Restif le raconte. C'est-à-dire que je ne me suis pas trompée. Et si ce n'était pas les jansénistes, c'est qui? Qui est-ce qui avait mis ce fusier-là? Qui est-ce qui l'a protégé jusqu'au bout? Qui est-ce qui a empêché que l'archevêque vienne mettre son nez dans les affaires de l'hôpital? C'est bien les mêmes quand même. Et on en sait plus en plus par Restif de la Bretonne. C'est qu'on sait que eux, c'était les petits garçons qui les intéressaient, puisqu'ils étaient pédérastes. D'accord? Mais les femmes de l'établissement, elles se servaient aussi des petits garçons. Parce que pour une femme, vous savez, les services sexuels, ça se demande à n'importe quel âge là. Il n'y a pas besoin d'être viril, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants de chœur étaient les mignons de l'encadrement, qui faisaient rentrer les jansénistes en veux-tu en voilà, et les enfants de l'établissement étaient les esclaves sexuels de l'encadrement. Et l'encadrement, c'était des garces. C'était des garces. Je ne vous raconterai pas les détails de ce que c'était que ce qu'on appelait les officières de l'hôpital général, que plusieurs personnes de bonne foi ont appelé les religieuses, en croyant qu'elles étaient religieuses parce qu'elles se faisaient appeler sœurs, elles étaient sœurs et pas religieuses du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elles étaient laïques de chez laïques, jansénistes évidemment autant qu'on pouvait l'être, ça n'était pas des religieuses. Si elles avaient été des religieuses, elles auraient obéi à la hiérarchie ecclésiastique, elles étaient laïques, elles obéissaient à la hiérarchie, au Parlement, à la magistrature. Et l'encadrement féminin de l'hôpital général était constitué de garces qui étaient recrutées parce que garces, elles étaient recrutées parmi les plus jolies petites filles de l'hôpital. Puis elles grandissaient,
Elle rentrait, elle couchait avec machin, avec truc, avec bidule. Elles avaient chacune 3 ou 4 amants. Il y en avait une, elle avait la caractéristique de coucher avec le procureur général, le lieutenant général de police, et puis je sais plus qui, le premier président. Enfin bon. C'était galanterie sur galanterie, mais également pédophilie. 11 ans, c'est quoi? Alors, pour ceux qui croient qu'à l'époque, les enfants étaient plus matures, c'est exactement l'inverse. Hein? La puberté chez les filles, à l'époque, est de 15 ans révolus, plus proche de 16 que de 15. Et en plus, c'est les petits garçons, là. C'est de la pédophilie. Il y avait donc bien de la pédophilie à l'intérieur de l'hôpital général. Qu'est-ce qu'il nous racontait, Voltaire, là? Vous voulez qu'on reprenne Voltaire? Qu'est-ce qu'il nous disait? Les magistrats du Parlement de Paris ont placé à la tête de l'hôpital une supérieure et une économe que l'archevêque destitua parce que janséniste. Menteur. Menteur. Voltaire avait tous les moyens de savoir ce qui se passait véritablement. Lui, il était particulièrement bien renseigné. En admettant qu'il ne l'ait pas su, quand on ne sait pas, on ne dit pas. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. En dehors du fait que, c'est avéré, je veux dire, c'est cousu de fil blanc, mais si en plus Restif le raconte et qu'il en a été témoin, on voit bien que... alors, d'abord, quand Malbosc est arrivé et qu'il a voulu confesser les enfants de cœur de la façon que je vous ai dit, Thomas Restif, donc le frère de Restif de la Bretonne, qui était le maître des enfants, il est parti de la maison avec tous les mignons. Et ces enfants, ils avaient soit des parents, soit des tuteurs. Mais en général, c'était plutôt des tuteurs parce que c'était des enfants en souffrance. Donc, pour sortir de l'hôpital, il a fallu qu'ils aient l'autorisation des parents et des tuteurs. Et les tuteurs, c'était les magistrats. Donc, ils ont couvert. Ils ont couvert la fuite de celui qui aurait pu raconter ce qui se passait. Donc, en fait, tout s'explique. Qu'est-ce que c'est que les travaux de jardinage qu'on leur faisait faire à l'extérieur? C'est quoi? C'est 6 hectares, Bicêtre. Sur 6 hectares, ils n'ont pas 50 mètres carrés pour faire du jardinage à des gamins. Il les envoyait à l'extérieur. Attendez. Il a isolé les enfants de cœur des autres enfants, c'est pour pas qu'ils parlent. Ils ont éloigné et tenté de corrompre les prêtres pour les faire taire, qui n'ont pas voulu. Le vieux monsieur qui offrait des cadeaux, à votre avis, c'était en échange de quoi? Les jeunes qui ont été recrutés par Fusier pour leur apprendre le métier de maître d'école que Fusier ne connaissait pas, et qui les loge dans la chambre à côté, c'est quoi, là? Ça devait rigoler le soir. Il devait y avoir de ces orgies là-dedans. Et en plus, les bons de sortie avec le maître pour aller se confesser à l'extérieur. C'est bien évident, pour se confesser, il n'y a pas besoin de sortir. Le recteur aurait pu tout savoir en écoutant les enfants en confession. Les enfants auraient parlé. Donc en fait, le truc est resté secret. Et Fusier n'aurait jamais pu obtenir ce poste sans l'accord des administrateurs, qui étaient tous magistrats jansénistes au Parlement de Paris. Alors je ne dis pas que tout le Parlement était janséniste. Attention, je ne dis pas ça. Les jansénistes au Parlement de Paris étaient une minorité agissante, organisée et redoutable, mais ils n'étaient qu'une minorité. Hein, le Parlement n'était pas janséniste. Et alors, cerise sur le gâteau, les petits travaux d'imprimerie, les nouvelles ecclésiastiques étaient imprimés clandestinement par les gitons de toute cette bande de pédérastes. Enfin, écoutez, voilà ce que c'est. Alors, on reprend l'affaire du siècle. Ça, c'est pas l'affaire du siècle encore, parce que l'affaire du siècle, elle n'a pas éclaté là-dessus. C'est moi qui vous dis ce que raconte Restif, mais à l'époque, ça s'est pas dit. Personne n'a dénoncé ce qui se passait. Rien. Fusier a disparu, Restif a disparu avec les gosses, point, circulé, rien à voir. Rien n'a été dénoncé, rien du tout. Le 24 juillet 1749, les nouvelles ecclésiastiques nous disent que des officières laïques de l'hôpital viennent de s'enfuir en laissant l'hôpital sans encadrement. Pourquoi? Les administrateurs leur faisaient confiance et même leur versaient des pensions, c'est-à-dire que de dignes officières en qui les administrateurs avaient toute confiance viennent de s'enfuir de l'hôpital parce que le nouvel archevêque vient semer la terreur. Il vient terroriser les malheureuses officières. C'est encore un coup des jésuites. Alors là, s'il y a la moindre chose, s'il y a, je sais pas, un coup de verglas et que ce n'est pas la faute des jésuites, c'est que le gars, son attention s'est relâchée 5 minutes. Donc c'est forcément la faute des jésuites. Elles ont été chassées par la persécution anti-janséniste de l'archevêque de Paris. C'est-à-dire que la version de l'hôpital général, la version des nouvelles ecclésiastiques, c'est la même que Voltaire.